4 fois au cours des 60 dernières années, le gouvernement américain a changé les règles du jeu pendant que vous dormiez. En 1933, il était criminel de posséder de l'or à la maison, et la plupart ignorent que cela s'est produit 3 autres fois. Ils ont procédé à un réajustement monétaire. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce que cela signifie, les signes historiques qui ont précédé chaque réajustement, et pourquoi il se peut que cela se produise ici également. Avant tout, imaginez-vous vous réveiller demain et découvrir que les 10 000 € sur votre compte valent désormais 9 000 €. Ce n'est pas un piratage, ce n'est pas une erreur bancaire, c'est le gouvernement qui a appuyé sur un bouton. Cela s'appelle une réinitialisation monétaire. Ce n'est pas l'inflation que vous connaissez, qui ronge lentement votre pouvoir d'achat. Le changement est officiel, déclaré et presque immédiat. Pourquoi un gouvernement ferait-il cela avec vous ? 3 raisons, et la troisième est la plus dangereuse. Première raison, lorsque le pays importe beaucoup plus qu'il n'exporte, d'évaluer rend de nouveau les produits nationaux compétitifs. Deuxième raison, en raison de la dette publique incontrôlable. D'évaluer la monnaie réduit le poids réel de la dette en termes internationaux. Et la troisième, c'est que l'inflation ne répond pas aux taux d'intérêt élevés. Lorsque l'augmentation des taux ne fonctionne plus, la réinitialisation devient un outil de dernier recours. Et voici ce que personne ne vous dit. Ces mêmes signes apparaissent en ce moment dans la zone euro. Les mêmes. Laissez-moi vous montrer exactement quels sont ces signes. La zone euro fait face à des niveaux élevés de dette publique par rapport au PIB. Les banques centrales impriment de la monnaie en volumes historiques depuis 2008 et le rythme a augmenté avec la pandémie. Ce sont des modèles reconnaissables, mais cela s'est déjà produit auparavant, et plus d'une fois. Le premier reset a eu lieu en 1913 avec la création de la Réserve fédérale. Cette année-là, les États-Unis ont abandonné l'étalon or national et ont transféré le contrôle monétaire à une banque centrale privée. Le dollar a cessé d'être directement adossé à l'or pour un usage interne. Les épargnants n'ont pas immédiatement perçu le changement, car les billets demeuraient identiques, mais le pouvoir d'émission monétaire avait changé de main pour toujours. 20 ans plus tard, en 1933, est survenu le deuxième reset. Le gouvernement américain a confisqué l'or des citoyens par le biais de l'ordre exécutif 6102. Il était illégal de conserver plus de 5 onces d'or à domicile. Ceux qui ne remettaient pas leur or faisaient face à une amende de 10 000 $ ou à 10 ans de prison. Peu après la saisie, le gouvernement a dévalué le dollar de 40%, redéfinissant le prix officiel de l'or de 20 $, 67 à 35 $ par once. Ceux qui ont remis leur or ont perdu leur pouvoir d'achat du jour au lendemain. Le troisième reset a eu lieu en 1971. Le dollar a cessé d'être convertible en or à l'international. Jusqu'à ce moment-là, les banques centrales étrangères pouvaient échanger des dollars contre de l'or à 35 $ l'once. Nixon a fermé cette fenêtre. Les monnaies mondiales ont commencé à flotter librement, sans adossement à un métal précieux. C'était la naissance du système fiduciaire complet que nous avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Entre 1972 et 1973, 2 resets supplémentaires ont eu lieu, presque personne ne les mentionnant. La première dévaluation overnight a été d'environ 10% en décembre 1971, ajustée, officiellement en 1972. Moins de 14 mois plus tard, une autre dévaluation de plus de 10%. 2 chutes brusques consécutives. L'or sur le marché libre a bondi de 40 $ à 100 $ en quelques années. Et voici un détail curieux. Jusqu'à aujourd'hui, le Trésor américain maintient le prix officiel de l'or inscrit à 42 $ par once dans ses livres comptables. C'est pourquoi les pièces American Eagle ont une valeur faciale de 50 $. Officiellement, le gouvernement utilise encore ce prix des années 70. Cette disparité montre comment les ajustements officiels ne reflètent jamais la réalité complète. Mais que signifie tout cela pour vous, aujourd'hui ? Toute crise monétaire émet des signes avant d'éclater, et cette crise pourrait être sur le point de se produire ici. Le premier signe est une dette publique insoutenable. Lorsque la dette dépasse 90% du produit intérieur brut, les gouvernements perdent donc leur marge de manœuvre. Dans la zone euro, des pays comme l'Italie et la Grèce fonctionnent au-dessus de 140%. Cette croissance exponentielle étrangle les économies et force des décisions draconiennes. Le deuxième signe est une impression monétaire accélérée. Les banques centrales étendent la base monétaire pour financer les déficits et stimuler la croissance. Entre 2008 et 2023, la Réserve fédérale
a augmenté son bilan de 800 milliards à plus de 8000 milliards d'euros. La Banque centrale européenne a suivi une trajectoire similaire. Dans les années 70, cette expansion a également eu lieu, mais à une échelle plus petite. La différence aujourd'hui, la vitesse et le volume sont sans précédent. Troisième signe, une perte de confiance internationale. Lorsque d'autres essaient d'utiliser votre monnaie comme réserve, le système tremble. La Chine et la Russie ont signé des accords commerciaux en yuan et en rouble. L'Arabie saoudite négocie du pétrole en monnaies alternatives. L'Inde achète du pétrole russe en roupies. Aujourd'hui, le mouvement mondial réduit la demande pour les dollars et les euros. Et le dernier signe est la manipulation des statistiques officielles. Les gouvernements changent les méthodologies de calcul pour masquer la réalité. La façon de mesurer l'inflation aux États-Unis a changé plus de 20 fois depuis les années 80. Si nous utilisions l'ancienne méthodologie, l'inflation officielle serait le double de celle rapportée aujourd'hui. Ces ajustements techniques cachent la gravité réelle des problèmes. Mais attendez, reconnaître des signes ne signifie pas agir dans la panique. La première erreur consiste à tout vendre et à n'acheter que de l'or. Cette réaction extrême vous laisse sans liquidité, sans revenu passif et complètement exposé à un seul actif. Une concentration totale est aussi risquée que d'ignorer tout. C'est justement la deuxième erreur. Beaucoup de gens voient les données, comprennent les schémas historiques et pourtant ne font rien. Paralysie par l'analyse ou simple déni. Ils attendent le moment parfait qui n'arrive jamais. Lorsque la crise tambourine enfin à la porte, il est déjà trop tard pour repositionner intelligemment le patrimoine. Alors quelle est l'approche correcte ? Que fonctionne réellement pour se protéger ? Passons aux actifs qui ont fonctionné lors des crises précédentes. L'or physique est en tête de liste. Il n'y a pas de risque de contrepartie car il ne dépend d'aucune institution pour maintenir sa valeur. Il est accepté mondialement depuis des millénaires. Lors des resets des années 70, l'or est passé de 35 $ à plus de 800 $ l'once en l'espace d'une décennie. La limitation ? Il ne génère pas de revenus et engendre des frais de stockage sécurisés. Mais en tant que réserve de valeur en moments extrêmes, peu d'actifs peuvent rivaliser. L'argent physique fonctionne selon une logique similaire. C'est un métal précieux, tangible et historiquement reconnu comme monnaie. L'avantage par rapport à l'or est son prix plus accessible. Avec 500 €, vous pouvez acheter plusieurs onces d'argent, ce qui permet une liquidité fractionnée. En temps de crise, l'argent se valorise également, bien qu'il soit plus volatile que l'or. L'inconvénient réside dans le volume physique plus important pour stocker la même valeur. Les titres indexés à l'inflation offrent une protection partielle. Ces instruments ajustent le principal selon l'inflation officielle, préservant le pouvoir d'achat nominal. La limitation critique, il dépend de l'honnêteté des statistiques gouvernementales. Si l'inflation réelle est supérieure à l'officielle, vous perdez encore. Les biens immobiliers dans des marchés stables fonctionnent comme un actif tangible qui génère des revenus. Un appartement bien situé à Berlin, Amsterdam ou Lisbonne conserve sa valeur réelle et produit un loyer mensuel. En période d'inflation élevée, les loyers ont tendance à augmenter avec les prix globaux. Le risque réside dans une faible liquidité et des coûts d'entretien et d'impôts élevés. Les biens immobiliers ne sont pas facilement divisibles ou vendus en cas d'urgence. Les actions d'entreprises solides protègent également contre les resets monétaires. Les sociétés produisant des biens essentiels ou des matières premières répercutent l'inflation sur les prix. Les entreprises d'énergie, d'alimentation, de services publics et d'exploitation minière ont historiquement bien performé lors des crises inflationnistes. Le retour provient de dividendes constants et de la valorisation réelle des actifs sous-jacents. Le risque ? La volatilité à court terme et la dépendance à la santé de l'entreprise individuelle. Mais comment commencer votre préparation à travers ces actifs de la meilleure manière possible ? Réfléchissez à ce qui suit. Personne ne peut prévoir le jour exact d'un reset monétaire. Ni les économistes, ni les analystes, ni les gouvernements ne prévoient publiquement ces changements. Les 4 resets américains ont surpris la plupart des gens. Mais vous pouvez être préparé avant que cela se produise. La différence entre protection et perte réside dans l'anticipation, et non dans une prévision parfaite. La stratégie correcte consiste à constituer progressivement une position. Commencez petit et augmentez de manière cohérente chaque mois. Si vous pouvez investir 500 € par mois, mettez un peu dans chacun d'eux. Au cours de 12 mois, vous aurez une base défensive solide, sans pression de timing. Évitez les décisions émotionnelles basées sur des gros titres alarmants. Chaque semaine, des prévisions catastrophiques émergent sur les réseaux sociaux. Certains analystes
gagnent en audience en vendant la peur. Ne réagissez pas à chaque nouvelle. Restez discipliné dans votre plan et ajustez uniquement lorsque des données fondamentales changent de manière cohérente. Revisitez votre portefeuille tous les 6 mois. Observez si les signaux d'alerte augmentent ou diminuent, si la dette publique a encore augmenté de 10%, si l'impression monétaire s'est accélérée, si davantage de pays ont abandonné des accords en dollars, il se peut que le moment soit venu d'augmenter l'exposition défensive. Si les signaux se stabilisent, maintenez le cap. Pensez ainsi, il vaut mieux être 1 an d'avance qu'un jour en retard. Si vous établissez une protection maintenant et que rien ne se passe au cours des 5 prochaines années, votre portefeuille diversifié aura tout de même bien performé. L'or préserve de la valeur, les actions versent des dividendes, l'immobilier génère des revenus. Vous ne perdez rien à vous préparer tôt, mais si vous attendez trop et que le reset survient, il n'y aura pas de temps pour vous repositionner. Car au final, ce qui compte vraiment, c'est que ces resets monétaires se produisent. L'histoire le prouve. Mais les investisseurs préparés ne survivent pas seulement, ils prospèrent pendant que d'autres paniquent. Vous n'avez pas besoin de prévoir l'avenir avec une précision absolue. Vous devez être prêt à de multiples scénarios possibles. Un portefeuille défensif fonctionne aussi bien si le reset se produit demain que s'il survient dans 10 ans. La question n'est pas de savoir si vous croyez que cela va se produire. La question est, pouvez-vous vous permettre de ne pas être préparé ? Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les signaux et à prendre des décisions rationnelles, laissez un j'aime. Abonnez-vous pour plus d'analyses sans sensationnalisme basées sur des données réelles. Et puisque nous parlons de protection défensive, regardez cette vidéo sur la crise cachée derrière la valorisation de l'or. Nous nous voyons là-bas.